Bonjour, bienvenue sur TVDC. Nous sommes aujourd'hui au colloque de l'être humain face aux défis des technosciences. Donc nous allons interviewer différents acteurs du monde des technos. Nous allons avoir des gens qui vont vous parler d'éthique, des personnes qui seront plutôt sur le côté philosophique, intelligence artificielle, algorithme, le monde de demain, quels enjeux. Nous sommes avec Jean-François Delfrécy. Donc, Monsieur Delfrécy, vous vous occupez plutôt de l'éthique dans les technologies. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Il y a en France un comité national d'éthique qui est là pour s'interroger sur les grandes questions d'éthique issues des avancées de la science, et donc aussi des technologies, bien sûr. Alors, il est là pour essayer d'équilibrer. La science avance, et c'est bien qu'elle avance. Et puis, inversement, à un temps donné, toutes les avancées de la science ne sont pas bonnes à prendre pour la société. Et c'est cet équilibre difficile qui crée friction. Alors, c'est le Comité national d'éthique qui est là pour se poser des questions et faire poser des questions aux citoyens. Et c'est en particulier le cas cette année, puisque nous organisons les États généraux de la bioéthique qui précèdent la révision de la loi, puisqu'en France, on a une révision de la loi de bioéthique tous les 7 à 8 ans. Donc, différents grands sujets ont été mis sur la table, autour des nouvelles techniques de la génomique, autour des neurosciences, autour aussi de l'intelligence artificielle et des big data et du numérique en général, ce qui est nouveau dans la réflexion autour de la révision de la loi de bioéthique. Je m'appelle Fanelli, donc j'ai fait des études de biologie. Lors d'une année de césure, j'ai donc décidé de faire un service civique et donc je me suis impliquée dans le GREP, que ce soit pour l'organisation du colloque en général ou plus particulièrement pour le projet Students Ex Machina, parce que je trouvais très intéressant l'idée de faire discuter sur les technosciences des étudiants qui viennent d'horizons différents et d'avoir un peu leur avis sur ces nouvelles technologies. Et alors moi du coup c'est Marie-Alix, donc je suis encore étudiante en Master 1 de neuropsychologie et psychopathologie clinique, mais j'ai aussi une licence de philosophie. Avant même de décider de Students Ex Machina, on avait dit bon, on va monter un colloque et tout ça, mais notre responsable, Bernard Burel, le coordinateur du colloque, nous a dit néanmoins faire un colloque dans lequel les personnes qui vont être touchées par toutes ces évolutions scientifiques, c'est-à-dire les jeunes, ne sont pas impliquées. Pour lui, ça n'avait pas d'intérêt et ça prenait vraiment en légitimité et en pertinence à partir du moment où des étudiants avaient la parole et s'exprimaient. Et puis de manière transdisciplinaire, puisque par définition, les questions éthiques et technoscientifiques, par définition, dans les faits, elles impliquent toutes les disciplines et tous les champs d'action, tous les types de professionnels. Donc on a à l'heure actuelle, je crois, 34 ou 35 étudiants qui viennent de 11 filières différentes, dont des écoles telles que l'ISAE, Supaéro. On a aussi eu l'INSA qui nous a suivis, mais dans un projet un petit peu en décalé d'une autre, puisqu'ils commencent leur année plus tard. Donc nous avons de la biologie, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de la chimie, de la médecine. Ouais, on a la TBS, du coup, avec le marché, les finances qui rentrent. Il y a Statingé, qui donc lui vient de Rennes. Donc Students Ex Machina, aujourd'hui, c'est un vrai écosystème en fait, qui réunit les étudiants autour d'un projet commun qui est l'avenir, en fait, oui. Si je comprends bien. Et dans ce projet d'avenir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu avec Students Ex Machina? Petit à petit, lorsqu'on discutait de l'écriture du manifeste, certains ont émis l'idée en fait, d'internationaliser Students Ex Machina et de proposer à des étudiants venant des pays d'Europe de discuter entre eux sur les thématiques. Alors peut-être soit chacun dans leur pays, soit carrément les rassembler ensemble pour faire discuter. L'idée serait vraiment que le projet ne s'arrête pas là et pourquoi pas le reproposer l'année prochaine en apprenant, on va dire, de nos erreurs sur cette année qui a été un peu une année test et de voir si c'était pas possible de le relancer en France et pourquoi pas en Europe. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que Students Ex Machina, moi je me positionne aussi en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'en fait les jeunes s'intéressent à leur avenir, s'impliquent et je vois vraiment un côté novateur très intéressant et en tout cas, ça fait plaisir de voir que les jeunes se bougent. Il y a eu 8 articles qui ont été écrits et co-tutorés par différents professionnels ou par nous aussi sur des thèmes tels que comment gérer les fake news à l'heure d'Internet ou comment
comment poser une limite morale et éthique aux évolutions technoscientifiques. Vous avez travaillé sur les manipulations. Du vivant, est-ce qu'il faut les limiter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Mais est-ce que ça ne va pas arrêter la recherche? Il y a eu toutes ces questions qui ont été posées et qui mélangeaient du coup les différents étudiants. Je travaille en entreprise depuis une trentaine d'années, notamment dans le domaine de l'industrie, où je suis spécialiste des questions de stratégie et de prospective dans le domaine de l'industrie. Avec la particularité d'avoir une formation en philosophie au départ. Non, je ne suis pas ingénieur par exemple, j'ai fait beaucoup de masters de technique ou de finance, mais je suis formation de philosophe au départ, et je crois que c'est pour ça qu'on va être amené à parler un petit peu. Et je suis également au GREP, qui vient d'organiser cet événement aujourd'hui. Je suis responsable de la commission prospective. Voilà, donc... D'accord. Alors oui, donc moi les sujets aujourd'hui qu'on a pu voir et entendre autour de ce colloque concernaient l'intelligence artificielle, concernaient les nouvelles technologies, qu'est-ce qui va apparaître au niveau de la société de demain. On parlait tout à l'heure de chimère, oui, l'humain augmenté, oui, on arrive vers un nouveau monde. Pour vous, quel est ce monde qui se dessine Non, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je crois que personne ne sait dire quel monde se dessine. J'ai essayé, là vous l'avez vu, de répondre à la question de savoir où va le progrès, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on reste dans une société qui continue, si c'est possible, à progresser. Et j'ai essayé de le faire en repérant, comme je le disais lors de l'exposé, 6 mutations anthropologiques induites par les technosciences. Et j'ai choisi pour ça les 6 sujets, donc les fameuses NBIC, qui nous conduisent à jouer un petit peu avec les briques de base du vivant, sans trop savoir où l'on va. L'intelligence artificielle, qui est un domaine très complexe, composé elle-même de briques technologiques, mais à l'intérieur desquelles on peut repérer une grande évolution en termes d'apprentissage profond, un nouvel apprentissage tellement profond qu'il formate jusqu'à nos oreilles, nos yeux et notre cerveau, même on peut le dire. On peut aller même, avec l'intelligence artificielle, on peut se dire, quand on essaye de projeter ce qui peut en résulter à horizon une ou deux décennies, on peut aller vers une perception robotisée des phénomènes. On peut aller. Et donc, la troisième, j'ai parlé de l'Internet des objets, le Big Data et l'Internet des objets, avec aujourd'hui 5, demain 10 et bientôt 100 milliards d'objets connectés qui discutent entre eux et qui marginalisent un petit peu la parole humaine. J'ai parlé également, mais je vais vous laisser la parole, de fabrication additive, de la blockchain, qui était également une révolution, une disruption très profonde dans les modes d'organisation des sociétés. Et enfin, des méthodes d'actualisation du futur dans les techniques de valorisation qui sont à l'origine de toutes les transactions dans le monde aujourd'hui et qui sont une façon d'évaluer le futur d'une façon problématique. Voilà. Vous pensez qu'on peut hypothéser un monde de demain double avec un monde très humaniste où on a des gens plutôt conservateurs qui vont essayer de garder ce côté très humain et un monde très numérique, voire totalement numérique, puisqu'on voit de plus en plus des plateformes numériques où l'humain fuit dans ces plateformes avec tous les à côté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive dans un monde hyper numérique et hypo-numérique ? Non, je ne crois pas. J'ai plutôt l'impression qu'on va dans un monde complètement numérique, et numérique pour tout le monde, mais que plutôt l'humanité risque de se scinder en deux entre les deux populations dont vous parlez. Mais il ne me semble pas possible d'échapper au numérique. Aujourd'hui, le monde est imprégné de chiffres et il va l'être pour tout le monde. Donc, il l'est déjà dans tous les coins de la planète. Et la question, c'est de savoir quel genre d'humanisme va quand même pouvoir vivre avec tout ça. Et j'ai ouvert un chapitre là sur le fameux chimérisme, c'était pour frapper les esprits. Nous sommes peut-être en train de sortir de la culture humaniste. Et il vaut mieux se le dire comme ça, je ne l'espère pas, mais il vaut mieux se le dire comme ça pour essayer d'anticiper et de réfléchir. Nous allons peut-être vers une cyborgisation, disait Jean-Michel Beignet, je disais plutôt vers un chimérisme, mais voilà les deux grandes tendances dans lesquelles on va. Et si on veut rester humaniste, il faut se le dire comme ça pour pouvoir appréhender les questions au bon niveau. Du monde de demain. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, c'est toujours, on retrouve le même leitmotiv sur tous les intervenants, c'est se recentrer soi, à son niveau, sur le monde de demain, qu'est-ce qu'on en attend et comment mettre un peu plus d'éthique dans toutes ces technologies et tous ces...
Là, ce que je disais, c'est que plutôt le monde est en train de construire sans que personne ne sache où on va. Et mon idée était plutôt d'insister sur la nécessité d'essayer d'avoir une vision ou une compréhension de là où nous allons. Et j'avançais l'idée de la création d'un service public de prospective critique, au sens où peut-être ça pourrait nous aider à avoir un effort collectif qui vise à anticiper ce vers où on va pour ne pas être obligé de le constater a posteriori. Ce que je trouve plutôt une bonne chose à titre personnel. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Simonin. Merci à vous. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir.